Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime et vous êtes sur le blog Heureux dans sa vie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question de Kirikiki. Kirikiki qui nous pose la question suivante, donc comme d'habitude, je la lis et j'y réponds juste après. Bonjour, je suis en train de me séparer de mon conjoint, père de mes 2 enfants, après 20 ans de vie commune. Le déclencheur de cette séparation a été une rencontre amoureuse qui, dans un premier temps, m'a épanoui et comblé, et dans un second temps, c'est-à-dire maintenant, me fait souffrir car je n'ai pas l'assurance que les sentiments soient réciproques et je suis trop en demande par rapport à lui. Consciente que je souffre de dépendance affective, 2 questions. 1. Comment faire pour combler ce vide en moi et ne plus attendre des autres qu'ils le remplissent à ma place? Donc, besoin de reconnaissance, point d'interrogation, oui. Peur d'être seul, point d'interrogation, oui. Voilà, tu te poses des questions. Et la question c'est comment combler ce vide. Et puis la deuxième question c'est j'ai peu confiance en moi, je sais que je dois m'aimer, mais on fait comment pour s'aimer? Donc je vais répondre plus complètement à la première question, et à la deuxième, je vais juste te donner des pistes, parce que c'est une longue, finalement ça nécessiterait une longue réponse, et ça nécessite de faire deux vidéos de réponse. Je ne peux pas répondre aux deux là dans une seule. Donc je te donnerai quelques pistes rapidement, et je t'invite à me poser une autre question pour que je puisse répondre à cette deuxième question. Je ne vais pas pouvoir le faire ici dans cette vidéo. Alors, à la mesure du possible, posez-moi qu'une seule question par vidéo pour que d'abord il n'y ait qu'un seul titre, parce que là, du coup, ça ferait 2 titres pour que les personnes puissent trouver la vidéo qui leur convient. C'est pas évident. Et puis, c'est trop long, quoi. C'est trop long pour que ça puisse passer dans une vidéo. Ça décourage avant même de l'avoir ouvert quand les gens voient que c'est trop longtemps. Donc, je préfère faire des vidéos les plus courtes possibles, déjà qu'elles font déjà souvent quelques dizaines, quinzaines, vingtaines de minutes. Donc, voilà. Donc je répondrai rapidement sur la seconde, savoir comment on fait pour s'aimer. Parce qu'il y a quand même beaucoup à dire sur cette question. Et déjà la première c'est comment combler ce vide. Et avant de te répondre concrètement à ça, je vais te proposer de faire un exercice de méditation pour répondre à cette question. Parce que le vide, il ne se comble pas par l'extérieur, tu as bien compris. Le vide, il se comble par l'intérieur. Et comment on comble l'intérieur? En accueillant. Plutôt que de combler, on ne comble pas un vide, on accueille un vide. Un vide, ça se remplit de conscience, ça se remplit de ta lumière, ça se remplit de ton éveil, ça se remplit de ta connaissance, et non pas de l'extérieur. Donc c'est quelque chose de très spirituel. Et pour aller connecter ça, il ne suffit pas juste de trouver une solution, j'applique tel système et puis ça marche, quoi. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas une solution égotique qui va répondre à une problématique de vide émotionnel, vide spirituel, vide de sens. Tu vois bien que tu peux cocher toutes les cases, ça ne va pas forcément nourrir. Et ça m'amène à te répondre, avant de répondre à ça, ça m'amène à te parler un petit peu plus du sens de la vie. Tu vois, on est un petit peu dans la problématique classique, le stéréotype d'une relation qui se fait... et puis un jour, ça marche plus, sans doute parce qu'il y a trop d'effets miroirs, il y a trop de résonance, ou on s'y retrouve pas. Et puis, paf, arrive quelqu'un d'autre, et puis on rencontre quelqu'un, et puis ce quelqu'un, voilà, c'est génial, c'est le coup de foudre, c'est l'étincelle. Voilà, il m'épanouit, il me comble, donc ça sous-entend qu'il y avait un vide, déjà avant, et ça sous-entend que l'autre, tu vois, il y a une perpétuelle fuite là, où l'autre sert sans arrêt à combler, quoi. Et là, à nouveau, au bout d'un certain temps, cette personne ne comble plus, parce que c'est pas son but, et puis l'étincelle diminue, le feu d'artifice du départ diminue, et puis on retombe du coup sur son vide qui était avant comblé par l'autre, qui l'est de moins en moins, et voilà. Et puis rebelote, l'autre du coup comble plus, donc ça devient... c'est même le problème, parce qu'avant on se sentait bien, puis d'un coup on se sent plus bien, c'est presque de sa faute. Et puis là, on rencontre encore quelqu'un d'autre, et puis voilà, ça s'appelle un schéma de répétition. Tout ça parce qu'il y a une étape qui ne se fait pas, et cette étape, c'est la connaissance de soi, c'est la rencontre de son vide à l'intérieur de soi, la rencontre de ses blessures, la rencontre de ses peurs, et plus de connaissance, plus de conscience sur « mais à quoi ça sert une relation amoureuse ?»
C'est quoi? C'est juste avoir quelqu'un pour dire je fais comme tout le monde, pour se marier, pour faire des enfants. C'est bien, c'est bien, c'est bien de se marier, c'est bien de faire des enfants, c'est bien. Mais c'est pas une fin en soi. C'est là la grosse problématique, c'est là la grosse zone de souffrance. C'est une relation amoureuse, ça sert à quoi? Et pour ça, je t'encourage à faire plusieurs choses. La première, c'est de lire des bouquins. Par exemple, celui-ci, Yvon Dallaire. Qui sont ces couples heureux? J'en parle souvent. Yvon Dallaire, c'est un psychologue sexologue, c'est un mec voilà, bien cartésien à la base, qui nous parle d'une troisième entité, qui nous parle du 1 plus 1 égale 3. Hein, il a quelques petits schémas de ce genre-là. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, parce que ça informe de sa construction personnelle avec le 1, plus la construction personnelle du 1, deux personnes autonomes, indépendantes, qui n'ont dans l'absolu pas besoin de l'autre, d'un point de vue de combler le vide, hein, puisque c'est ça la dépendance. On s'appuie sur quelqu'un, on finit par tomber. Hein. Et ensemble, ils forment une troisième entité qui s'appelle la relation, et cette relation nourrit la croissance respective. Et même si, dans l'absolu, cette relation ne nourrissait plus la croissance respective, ils seraient capables de se quitter dans l'amour, puisqu'ils s'aiment déjà eux-mêmes, puisqu'ils sont déjà remplis par eux-mêmes. Donc, première étape, voilà, je commencerai par ça, par mettre un peu de conscience sur à quoi sert un couple. Après, tu peux également lire ce livre-là, qui est un très bon ouvrage de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, Écoute ton corps, le tome 2, hein, le violet, hein, celui-ci. Hein, parce qu'elle en a d'autres qui sont moins profonds, je trouve. Dans lequel elle parle notamment de l'effet miroir. Faire le miroir. Parce qu'un couple, ça sert à ça, d'abord et avant tout. On le voit partout, toutes nos relations, ils sont vraiment pas faites par hasard, et quand on rencontre quelqu'un, il se passe des choses, consciemment ou inconsciemment, et ces choses-là nous permettent d'apprendre des choses sur nous, grâce à l'effet de résonance, l'effet miroir. C'est très vibratoire, une rencontre, ça c'est pas du tout par hasard. Après on y met des mots, on intellectualise la chose, ouais, il me plaît bien parce qu'il est ceci, cela, machin. Soit, ok, il y a des critères, mais ça vient après. C'est presque une manière de justifier ses choix ou de les justifier auprès des autres. Ou de combler ses vides et ses peurs. Hein. Il a une bonne situation, donc je me sens sécurisé, des choses comme ça, admettons. Hein. Mais à la base, c'est pas du tout ça. C'est très vibratoire, c'est très spirituel, c'est très profond. Et c'est très effet miroir. L'univers s'occupe sans cesse de t'envoyer tes propres reflets, en utilisant principalement les personnes qui te sont proches. Lise Bourbeau a tutoie dans son livre. J'ai noté également, tout ce que tu expérimentes a pour but de t'aider à devenir conscient de toi-même sans te juger. Hein, voilà. Quel que soit ce qui nous arrive, toutes ces choses-là ont un sens, un but bien précis, et dans les relations amoureuses, c'est flagrant, parce qu'il y a une telle intimité avec l'autre, que cette intimité nous oblige à aller visiter notre intimité. C'est un moyen de connaissance de soi, une relation amoureuse. Et à partir du moment où les deux parties ont compris ça, ils peuvent utiliser, c'est le bon mot, hein, utiliser leur relation à bon escient, c'est-à-dire utiliser leur relation pour grandir respectivement l'un sur l'autre et aimer l'autre par cette belle croissance qui s'opère. Grâce à toi, mon amour, je grandis sur moi. Et je dis pas que c'est agréable, hein, je dis que je grandis. Je grandis. Donc forcément, je mets de la lumière là où il y a de l'ombre, hein, c'est pas agréable. Je remplace mon ego par de la conscience, c'est pas agréable. Il y a une partie de nous qui a peur, voilà, et c'est justement cette partie-là qui fait qu'on répète sans arrêt. L'idée, c'est de dépasser ces peurs. Et le couple est une enceinte, un cocon idéal pour ça, un cocon de croissance dans lequel monsieur apprend sur lui au travers de la résonance avec madame, madame apprend sur lui au travers de la résonance avec monsieur. Et ensemble, ils forment cette belle entité, ce couple stable, droit, hein, dans lequel il n'y en a pas un qui donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour parce que je suis tellement vite que, voilà, et quand j'ai plus ma drogue, hein, eh ben, je vais mal, et si tu me le donnes pas, en plus, ça va mal aller pour toi, quoi. Hein, stylo, tu m'aimes pas, de toute façon, tu veux pas me voir, je vois bien que tu m'aimes pas. Hein, c'est très cliché, hein, mais c'est très réaliste, c'est vraiment très ce qui se passe. Et pour en arriver là, dans une dimension plus grande et plus spirituelle, eh ben, ça nécessite quand même un certain travail sur soi. Travail que tu trouveras dans ce premier livre d'Yvon Dallaire et ce deuxième de Lise Bourbeau, où elle parle également de se séparer
se séparer de quelqu'un, de quelque chose, elle dit mais si une séparation s'avère inévitable, ça sous-entend qu'il y a d'autres choses avant à faire, il est plus sage de l'utiliser pour grandir davantage dans l'amour et pour atteindre une plus grande maturité au niveau spirituel. Vous pouvez le prendre par tous les bouts, par tous les bouquins, par tous les auteurs, par toutes les religions, par tous les courants de spiritualité, par tous les bons psychologues. La vie sert à grandir sur soi, le couple sert à grandir sur soi et à rien d'autre. On est là pour quelque chose, on est là pour une certaine mission. Si tu n'as pas lu l'histoire de la petite âme, regarde-la vraiment, hein, je vais te mettre le lien en dessous de cette vidéo. L'histoire de la petite âme qui part du principe que tu as une mission de vie, quelque chose qui te plaît davantage que d'autres, que tu as choisi, et aujourd'hui tu es là pour la vivre. Et comment la vivre? Comment trouver ce chemin qui fait sens pour toi? Eh ben, par l'expérimentation, en rencontrant des gens, en apprenant à te connaître. Plus tu te connais, plus tu sais vers où aller, parce qu'il y a des choses qui font sens, il y a des choses qui ne font pas sens, et petit à petit tu apprends à te connaître. Hein. Il y en a qui disent que c'est avec la maturité, et certes, c'est vrai, mais également avec la conscience. Plus on met de la conscience sur qui on est, plus on se dirige vers ce qui fait sens, et ce pourquoi on est fait, et plus on est heureux. Le bonheur, c'est deux gros ingrédients, hein. C'est les essences, dont je parle souvent, et c'est le sens qu'on met à sa vie, la dimension spirituelle. Sans ça, on est dans les clichés, métro, boulot, dodo, une femme, un mari, les enfants, le chien, le pavillon, le boulot, les voitures dans le garage, et puis voilà, hein, on coche toutes les cases, tac, 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 j'ai tout coché, donc en théorie je suis bien, je suis heureux, j'ai coché toutes les cases, mais non, les gens, il y en a plein comme ça, et ils sont malheureux parce qu'il manque le sens de leur vie, et ils ne sont pas capables de générer en eux un état interne de l'ordre du bonheur. Et du coup, ils sont dépendants d'un environnement, des fameuses conditions de vie. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'ils les construisent d'abord, et une fois qu'ils les ont construites, ils se rendent compte que merde, il manque un truc quand même vachement plus subtil, vachement plus profond, qui est le sens et le qui je suis. Et souvent c'est tard qu'on se rend compte, mais obligé d'attendre, de devoir souffrir pour en savoir plus sur soi. Et le troisième, bien évidemment, que je te recommande, le best, du meilleur, du grand meilleur, c'est Edgar Tolle. Voilà, s'il n'y en avait qu'un à retenir de toute la bibliographie spirituelle, ce serait celui-là, où il parle notamment des relations de dépendance aux relations éclairées. Et il dit il semble que la plupart des relations amoureuses deviennent tôt ou tard des relations à la fois d'amour et de haine. Il commence comme ça, hein, son chapitre. Sans la moindre difficulté, l'amour se transforme en sauvage agressivité, en sentiment d'hostilité ou encore en un retrait complet de l'affection l'un envers l'autre. Et c'est pas faux. Je t'aime mon amour, on se marie pour le meilleur et pour le pire, et X années après, on se déchire dans des trucs pas possibles, des divorces violents où l'autre est le pire, quoi. Hein, y a pas pire. Et ces mêmes personnes qui disaient « je t'aime mon amour, c'est génial, pour le meilleur et pour le pire » devant le curé, sont les premières à se déchirer et à en vouloir à mort et à le critiquer, à le juger et à en vouloir comme des tarés. Hein. Alors, je dis pas qu'il s'est pas passé des choses, mais c'est très vrai. Hein, on est dans une relation amoureuse et en 2 secondes 2, hein, sur l'échelle d'une vie, eh ben, on haït aussi fort la personne qu'on l'aimait. C'est quand même bluffant. On considère ceci comme normal. Si dans vos relations, vous connaissez aussi bien l'amour que son opposé, c'est-à-dire l'hostilité, la violence émotionnelle, etc., il est alors fort probable que vous confondiez l'amour et l'attachement de l'ego. Amour et dépendance affective. Je t'aime absolument pas, mon amour. Je veux juste que tu remplisses mon vide. Voilà ce qui se passe dans 80% des cas. Hein, ça, c'est moi qui le dis. Hein. La majorité, je t'aime. Non, je t'aime tant que tu me combles. Hein. Et combler, c'est pas aimer, c'est remplir. C'est comme un gros gâteau au chocolat, quoi. On remplit quand on est vide. Et ça marche pas bien longtemps parce que l'autre n'est pas là pour ça. Il est impossible que vous aimiez votre partenaire à un moment et l'agressiez l'instant d'après. L'amour vrai n'a pas d'ennemi. Si votre amour, entre guillemets, en a un, c'est que ce n'est pas de l'amour, mais plutôt un grand besoin de l'ego de se sentir plus complètement et plus profondément soi. Combler le vide, ne plus avoir peur. Et ce besoin est temporairement comblé par l'autre. Pour l'ego, il s'agit d'un succès d'années de salut, et pendant un certain temps, cela donne presque effectivement l'impression qu'il s'agit de cela, qu'il s'agit d'aimer l'autre. On papillonne là, une espèce d'étape fusionnelle là, hein, qui est très courte. Hein. Yvon Dallaire, dans son livre là,
il en parle très bien. Il y a 5 étapes dans la relation amoureuse. La première, c'est passion, fusion, et ça dure très très peu de temps. Enfin, au mieux 3 ans, ou plus pour certains, mais... Et ça s'arrête très 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 vite. Et ce qui prend le relais, c'est la lutte pour le pouvoir, parce qu'on voit l'autre pour ce qu'il est vraiment. Et là, on prend un gros choc. Et seulement 20% des couples dépassent cette deuxième étape, pour enfin aller dans le partage du pouvoir, qui est l'étape 3. Et enfin, en étape 4, ils tombent dans l'amour. Hein. Donc, la majorité ne connaissent pas l'amour, et vont juste de dépendance en dépendance, de « comble mon vide, s'il te plaît », espèce de truc muche, parce que ça s'appelle pas un amoureux, hein, ça s'appelle un truc muche, hein, c'est pas de l'amour. Hein, je fais exprès d'employer des mots qui, je pense, vous parlent. Mais vient un moment où votre partenaire adopte des comportements qui ne réussissent pas à combler vos besoins, ou du moins ceux de votre ego. Le sentiment de peur, de souffrance et de manque, qui font intrinsèquement partie de l'ego, mais qui étaient passés en l'arrière-plan grâce à la relation amoureuse, font de nouveau surface. Ok ? Donc la personne, elle arrive, hein, comme tu dis, hein, Kirikiki, voilà, je suis épanoui, il me comble, c'est génial, voilà, fusion quoi. Hein. Et puis à un moment donné, ça s'arrête parce que l'autre remplit plus son vide. Puis on se rend compte de ses défauts, on apprend à le connaître. Et là, c'est le drame. Donc, et là, je continue. Comme avec toutes les autres dépendances, vous êtes au 7e ciel quand vous avez de la drogue. Mais vient inévitablement le moment où celle-ci n'a plus d'effet sur vous. Quand ces émotions souffrantes refont surface, vous le sentez donc avec encore plus d'acuité qu'avant. Qui plus est, vous percevez maintenant votre partenaire comme étant à son origine, à leurs origines. D'un coup, celui qui me comblait me comble plus, c'est donc de sa faute. Il me comble plus. Mon vide que je ressens à nouveau, il était comblé par l'autre. Pourquoi il ne le fait plus? Cette espèce de bachibouzouk, hein? Et donc, hop, on bascule du fameux soi-disant amour à la haine. Comme ça. Juste parce que l'autre remplit plus sa pseudo-fonction de combler. Hein. Monsieur Ego estime que l'autre, c'est un con, parce qu'il ne me donne plus l'amour dont j'ai tant besoin pour être bien. Hein. Donc je suis parfaitement pas autonome, et j'exige à l'autre de me donner ce qu'il n'est absolument pas en droit de me donner. Quant à ces émotions de souffrance, voilà, cela veut dire que vous les projetez à l'extérieur et que vous agressez l'autre avec toute la violence sauvage que votre douleur contient. Cette agressivité peut éveiller la souffrance de votre partenaire, qui, bien sûr, contre-attaque. Rendu à ce point-là, l'ego espère encore inconsciemment que son agressivité ou ses tentatives à vouloir manipuler constitueront une punition suffisante qui amènera l'autre à changer de comportement. On dit, tiens, je vais le punir, comme ça il va comprendre à quel point je souffre. Celui qui permettra de se servir, ceci lui permettra de se servir à nouveau de ses comportements pour occulter ses souffrances. Bref, toute dépendance naît, ça c'est important, toute dépendance naît d'un refus inconscient à faire face à notre propre souffrance et à la vivre. Ça, c'est du vrai travail sur soi. Tout le reste, tu laisses tomber, ça sert juste à rien. Surtout les hommes de Mars, les femmes de Vénus, hein, le genre de cliché des mecs qui en ont fait des livres, c'est affreux. Hein. Bon, ça répond à ta question. Comment combler ce vide? On vient de l'avoir. Toute dépendance, toute souffrance vient d'un refus d'aller visiter ce vide. Comment combler ton vide? Et cesser de le demander aux autres en accueillant ton vide. Voilà. C'est la seule et unique solution, il n'y en a pas d'autre, pour être autonome. La dépendance affective, c'est un grand mot. C'est un grand mot pour dire qu'en fait, on ne se connaît pas, et d'une, on ne connaît pas ses émotions, notamment celles qui nous paraissent désagréables, qu'il est temps d'aller les accueillir. Et comment on accueille ces émotions désagréables? Eh ben, on l'échappe au vol. C'est-à-dire que tu connais ces émotions désagréables, puisque c'est elles qui te font fuir. Okay. Donc quand tu les ressens, eh ben, tu fais autrement que d'habitude, puisque tu te rends bien compte que c'est un cercle vicieux qui te fait que tu répètes. Tu l'as assez fait dans ta vie, suffisamment de fois, pour savoir que ça ne marche pas, et pour te poser aujourd'hui les bonnes questions. Et la bonne question aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire ce qui ne marche pas, et commencer à faire ce qui marche. Et ce qui marche, c'est d'accueillir le vide. Donc je te propose de faire un exercice. Quand tu sens ces moments dans lesquels ça ne va pas bien, quand tu sens ces moments où tu souffres, où il y a une douleur émotionnelle qui s'installe parce que tu te sens vide,
ça se passe quelque part dans ton corps. Tu la sens, il y a une souffrance physique qui vient, qui s'installe. Et cette souffrance physique, à ce moment-là, je te demande de rester avec. Juste de rester avec, tant que faire se peut. C'est-à-dire que si ça devient trop douloureux, effectivement, tu reviens sur ton corps, tu reviens sur la présence, tu prends plus d'espace par rapport à cette souffrance, tu reviens dans la présence, tu sens tes pieds, tu sens ton assise, tu sens ton dos, tu reprends conscience que tu es en train de respirer, tu vois, tu reviens à ça, tu lâches un petit peu l'émotion. Puis quand tu es un peu plus prête, tu reviens à l'émotion, à la souffrance, à la douleur qui est présente quelque part dans ton corps, et toute l'idée c'est de la suivre. C'est de suivre l'évolution, parce que tu vas voir, ça va bouger, tu suis l'évolution de cette souffrance, de cette douleur. Et cette douleur, cette souffrance, ça va se matérialiser, elle va prendre une forme, un aspect, une couleur, une texture, une odeur peut-être, un visuel, tu vois, et peut-être qu'elle va avoir un mouvement, et ça, quelque part dans ton corps. Et toute l'idée d'accueillir une souffrance et de se libérer de cette souffrance, c'est de faire ça, de rester avec et de la suivre. Il y a différentes techniques qui parlent de ça. Je te fais le résumé, le condensé de toutes ces techniques. Et si tu veux, on peut la vivre, on peut l'expérimenter. Donc la méditation s'appelle Comment combler son vide. Donc je te propose de fermer les yeux, de t'installer confortablement, de poser tes pieds bien à plat sur le sol, prendre une position droite, de manière à ne pas t'endormir, et de commencer par installer plus de conscience, plus de présence. Pour ça, on commence par prendre 3 respirations profondes. Avec cette intention de se détendre, de se relâcher. Une deuxième, avec le nez. Et un expire également avec le nez. Et puis une troisième, inspire avec le nez. Et expire avec le nez. Et là, tu peux sentir tes pieds posés sur le sol, tes mains posées sur tes jambes peut-être, sentir ton assise, sentir en fin de compte les grands contacts, les contacts les plus flagrants, les sensations tactiles les plus évidentes. Le corps, il existe dans l'instant. Le corps n'existe pas hier, il n'existe pas demain, il existe maintenant. Tes sensations sont liées au présent. Le son de ma voix que tu entends est lié au présent. Si tu entends ma voix maintenant, c'est que tu es présente au mot maintenant. Tu n'entends pas les sons hier, tu ne les entends pas demain, tu les entends maintenant. Peut-être qu'il y a des bruits dans ton environnement que tu entends maintenant. Les odeurs, des goûts. Une forme de luminosité aussi peut-être. Une nuance, les yeux fermés, de noir et de blanc, de rond ou de forme. Alors, prends juste conscience que tous ces éléments font partie de l'instant présent, du moment dans lequel tu sens également tes pieds posés sur le sol. Prends conscience que tu es en train de respirer ou que ton cœur est en train de battre. Prends conscience de ce qui est maintenant, de ce qui se passe maintenant. La luminosité, les bruits, les sensations tactiles, corporelles, ta respiration. Et là, dans cet espace de présence d'abord, et dans l'hypothèse où tu es à ces moments-là de ta vie où tu souffres, tu as du mal à vivre une certaine expérience. Tu as cette emprise-là, cette chose qui vient et qui te fait mal, qui est douloureuse. Tu te sens vide et tu as envie de fuir, tu as envie de combler. C'est pas agréable à ce moment-là. T'es pas bien. Il y a une forme de mal-être. Et là, t'es triste dans ces moments-là et c'est pas facile. Tu te dis que tu as besoin de quelqu'un, quelque chose. Ça va pas trop bien.
Et là, dans ces moments-là, dans ton corps, il y a également des témoignages de ce mal-être. Souvent, vous témoignez les choses au niveau du plexus, forme de contraction, de contrainte, de resserrement, peut-être un peu comme un étau. Parfois c'est dans le ventre ou parfois c'est dans la gorge. Il y a quelque chose de douloureux qui serre un petit peu, quelque chose qui étouffe. Parfois ça peut être dans la tête aussi. Ce quelque chose, ça peut ressembler à quelque chose. Il peut y avoir une forme. Parfois vous décrivez des étaux ou des boules, des nœuds. Et dans la mesure du possible, quelle que soit cette forme, rapprochez-vous de cette forme. Je vous demande de commencer à l'observer. Vous en approchez le plus possible, en observant de haut, en observant en bas, en dessous, sur le côté, l'autre côté, un peu comme vous feriez avec quelque chose de nouveau que vous seriez en train de découvrir. Si c'est trop difficile, si c'est trop douloureux, s'il y a trop d'émotions, revenez juste à la présence. Lâchez, pour l'instant, cette forme-là, ce nœud, cette tension, cette douleur, et revenez à la présence, au son de ma voix, à vos pieds posés sur le sol. Reprenez conscience que vous êtes en train de respirer. Reprenez même une série de 3 respirations profondes par exemple. Toujours avec cette intention de vous relâcher, de vous détendre. Et puis vous pouvez revenir doucement, gentiment, sur ce nœud, sur cet endroit un peu plus tendu, un peu plus crispé. Peut-être que l'endroit s'est déplacé d'ailleurs. Parfois, ça a évolué. Là, on se rapproche, on continue à observer cette forme. Et on cherche à l'identifier un peu plus, à regarder si elle est ronde, elle est carrée, elle est ovale, si elle a des angles, si c'est arrondi. Peut-être qu'il y a une matière particulière, une texture. Ça peut être mou, ça peut être dur, ça peut être creux. Observez cette sensation que vous avez, cette impression, cette chose imaginaire que vous imaginez. Et peut-être qu'elle vibre, peut-être que ça pulse, peut-être que ça rayonne, peut-être qu'il y a un mouvement quel qu'il soit. Cherchez à observer tant que faire se peut. Si c'est trop difficile, vous reprenez de la hauteur. Vous revenez à la présence, à vos pieds, à votre respiration, au son de ma voix. Et puis vous revenez à cette chose, plus ou moins douloureuse. Et peut-être que vous pouvez constater qu'elle évolue, qu'elle se déplace peut-être. Parfois, du plexus, elle va dans le ventre, ou du ventre au plexus, ou du plexus aux épaules, ou dans le cou, dans la gorge, dans la nuque, dans la tête parfois. Ne faites rien d'autre que la suivre, l'observer. Suivez-la, suivez-la, suivez-la. Peut-être en la questionnant, en lui demandant ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, de quoi elle a envie. Parce que cette chose vous informe finalement sur des choses importantes, sur des nœuds importants pour vous. Sinon, elle ne ferait pas autant d'efforts pour que vous la voyiez. Et donc, plus ça va, plus vous l'observez, plus vous la questionnez finalement, et plus de ennemie, elle devient amie, et
Vous apprenez à en faire connaissance. Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, à connaître ce qui vous fait mal, vos douleurs, que la plupart du temps vous fuyez. Alors, ça ne se fait pas toujours en une seule fois, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. Vous suivez cette forme qui va se déplacer, qui va changer de forme, qui va évoluer, qui va bouger. Et vous accueillez. Il va y avoir des émotions, des sensations, des frissons, des picotements. Et vous restez avec, vous observez juste, toujours avec la distance, la juste distance. Et quand c'est trop difficile, si ça l'est, vous reprenez un peu plus de hauteur et vous revenez dans les pieds, dans votre ancrage. Vous contractez votre première porte, au niveau du premier chakra, au niveau des muscles en fait qui se trouvent autour du bassin. Contractez votre périnée. Pensez à votre respiration, à votre cœur qui bat. Et petit à petit, ce qui va se passer, c'est que la forme va se dissoudre progressivement. Une forme de tranquillité ou de paix, ou de silence, quelque chose d'un peu plus harmonieux va s'installer progressivement. Voilà. Et quand vous vous sentez mieux, quand c'est plus apaisé, quand c'est plus calme, vous pouvez gentiment réouvrir les yeux. Et reprendre le fil de votre vie avec cette conscience supplémentaire sur vous et sur ce qui vous habite, sur ce qui se passe en vous. Voilà. Voilà comment on accueille le vide. Voilà comment on se remplit soi-même sans attendre des autres. En remplissant finalement ce vide que l'on fuit tant par de la conscience. En remplissant ces peurs par de la... par de la conscience. En y voyant plus clair, en cessant de fuir et en cessant d'aller chercher les solutions à l'extérieur. Voilà comment on fait. Et voilà ce qui rend heureux, voilà ce qui rend autonome. Voilà comment on sort d'une dépendance affective. Voilà comment on se comble soi-même et voilà comment on arrête de demander aux autres de nous combler. Parce que dans ces moments-là, t'as besoin de rien. Et finalement, quand tu reviens, t'as toujours besoin de rien. T'es juste bien. Et tu te réalignes, tu vois. Là, depuis ce point de vue-là, qu'est-ce qui fait sens vraiment? Et là, t'as des bonnes réponses. Et là, tu peux utiliser ta vie à mettre ces bonnes réponses en place. Et là, ça a du sens. Et là, t'es bien. Voilà, Kirikiki, pour ta première question. Très déjà, comme tu peux le constater, très complète. Et la deuxième, comment apprendre à s'aimer c'est très vaste comme réponse. Pose-moi une autre question, et puis j'y répondrai. Tu peux ne serait-ce que commencer par le jeu du miroir, à te regarder tous les matins dans la glace et à te dire « je t'aime ». Tu cites ton prénom et tu dis Maxime, je t'aime vraiment ». En te regardant droit dans les yeux et en ressentant ce qui se passe en toi. Souvent vous me dites « ah non, j'y arrive pas, c'est trop dur », mais justement, ça va te permettre d'aller toucher ce qui n'est pas évident, et si c'est trop dur, tu fais la méditation qu'on vient de faire. Hein, tu es là pour apprendre et pour découvrir, donc c'est comme ça qu'on apprend et qu'on découvre. Hein. C'est comme dire je veux conduire, mais c'est trop dur d'apprendre à conduire, donc je veux pas conduire, et puis continuer de se plaindre qu'on ne conduit pas. Hein. Il y a un moment donné où faut le faire, c'est tout. C'est que l'ego qui a peur. La deuxième phrase, c'est je m'aime et je m'accepte infiniment. Tu le répètes 3 fois. Donc je m'aime, Maxime, je t'aime vraiment. Donc Kirikiki, je t'aime vraiment. Hein. Tu te dis ça à toi. Je m'aime et je m'accepte infiniment. 3 fois. Je m'aime et je me respecte. 3 fois. Et je m'aime et je me pardonne. 3 fois. Tu dis ça en te regardant dans les yeux, en éprouvant
Tu le dis pas de manière intellectuelle, tu le vibres. Il va se passer des choses. Ces choses-là sont à accueillir. Et puis, progressivement, il va se passer des choses. Voilà. Et puis, je répondrai plus tard dans une autre vidéo plus largement sur comment on s'aime. Voilà. Merci beaucoup pour ta question. Très bonne question. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo. Téléchargez mon livre, il est gratuit, il parle de ça. Il va vous aider à mettre en conscience toutes ces choses-là, tous ces principes-là. J'ai une petite formation d'1 mois sur la connaissance de soi. Je vais également vous mettre le lien. C'est de mon point de vue la première étape pour aller se visiter et pour apprendre à s'aimer. Et puis il y a la visite guidée d'1 mois qui va progressivement vous amener vers ce chemin-là, chemin de conscience et ce chemin d'éveil, pour vous trouver, pour avoir des réponses et mettre du sens à votre vie. Voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.